un podcast Binge Audio. Si vous voulez, je la prends si vous voulez être tous ensemble sur la photo. Non, c'est juste pour lui. Allez, rapproche-toi vite, vite. Allez, au début. 1, 2, 3, cheese. Cheese. C'est bon. Prends ton sac, Néo. On est là. Pourquoi la liste est là? C'est pour voir quel est le numéro de ta classe. C'est dans quelle classe est-ce qu'on doit aller. Ah, la classe. Regarde, moyenne section, classe 1, classe 6 chez moi. Siboni, Mazan. Non, classe 4, c'est Adela. Tu vois? C'est classe 6. Et ici. Classe 4, Donc il faut aller à l'étage. Bon, ben, je pense que c'est pour la rentrée, merci pour Merci l'accompagnement. Et je vais discuter un petit peu avec les autres parents. Ok, super. Bah, bon courage pour le... Bonne rentrée alors, Nazel. Pour ma part, j'ai toujours fait pour le mieux pour les élèves, les enseignants, les parents. J'ai essayé de me rendre disponible au maximum pour chacun, toujours répondu positivement à un service que l'on me demandait. Les élèves sont cités en premier, c'était vraiment sa priorité. Même chez les tout-petits, en maternelle, Christine Renon a marqué les esprits. De la ZAL, par exemple. Je l'ai accompagnée à l'école pour le grand jour, la rentrée. La fameuse école Méhul. J'ai découvert sa façade grise austère, façon temple protestant, et son hall, dès l'entrée, où le corps de Christine Renon a été retrouvé. La mère de la ZAL, Pénélope Gaillard-Sibony, est aussi professeure des écoles. Même moi qui suis enseignante et qui suis censée être capable de parler à mes enfants, ça n'a pas été facile de savoir comment ne pas créer d'angoisse, comment dire les choses sans créer d'angoisse. Je lui ai dit qu'elle était morte, mais je lui ai pas expliqué pourquoi, parce que j'ai pas réussi à lui expliquer. Je trouvais ça trop dur de parler de suicide et tout ça. Et on n'en reparle que maintenant, parce que quand il y a eu le confinement, elle a fait une espèce de rapprochement entre confinement et mort de Christine. Elle s'est mise à me parler de Christine énormément, et encore hier elle m'en a parlé en parlant de la rentrée, en disant mais je suis triste qu'elle soit plus là, alors qu'elle a vu que 3 semaines. Et hier elle m'en a parlé, elle pouvait me décrire comment elle était habillée, elle pouvait me dire qu'elle était rigolote, qu'elle racontait bien les histoires, et en fait c'est seulement maintenant que j'arrive à parler du fait que voilà, on puisse mourir parce qu'on n'a plus envie de vivre, en fait. Enfin, c'est compliqué de parler de ça à un enfant, mais en fait, je me suis rendu compte que tant que je le faisais pas, elle comprenait pas ce qui s'était passé. Du coup, c'était compliqué, quoi. Je lui ai demandé ce qui l'avait poussée, avec d'autres parents, à créer le collectif Christine Renon il y a 1 an. Le fait qu'elle se disait épuisée alors qu'on était 3 semaines après la rentrée, le fait que, enfin, tout ce qu'elle a décrit, en fait, qui faisait écho à plein de choses de notre vie professionnelle, sur le fait de se sentir noyée des fois par des consignes contradictoires, un peu broyée par les demandes administratives, et puis le fait que quelqu'un cet acte militant, en fait, de prendre la peine de poster avant de se suicider une 30aine de lettres pour dire tout ce qui ne va pas, et essayer de faire en sorte que ce cri du cœur, ce cri de détresse puisse être entendu, et qu'il puisse y avoir quelque chose derrière qui émerge, quoi. C'est comme un appel, c'était une perche qu'on nous envoyait pour qu'on la prenne et qu'on s'en saisisse et qu'on essaye d'améliorer les choses, quoi. Et qu'elle se sentait plus de la force de se battre pour ça. Donc humainement, c'est très fort, quoi. Tu combles les trous. Bah oui. Ouais. Bonjour. On organise une marche le 26 en souvenir de Christine. Alors, non, Méhul, ça va être le point d'arrivée. Ah oui, d'accord. Le collectif Christine Renon appelle à une marche contre l'oubli pour la jeunesse et l'éducation ce samedi 26 septembre. Les bénévoles l'annoncent au marché de l'église de Pantin. Parmi eux, il y a Aurélie Lejeune, membre du collectif et représentante des parents d'élèves l'an dernier. Pour moi, ça a été une réelle déflagration
D'autant plus qu'en fait, elle a été retrouvée le jour de mon anniversaire. Donc je vous avoue, ça a été bon, c'est bête à dire, mais du coup ça a été terrible pour moi parce que c'était quelqu'un que vraiment, mais que j'adorais. Voilà, dont je partageais les idées, que j'aimais croiser, avec qui j'aimais discuter dans la rue, qui accueillait mes enfants à bras ouverts. Moi, j'ai un enfant porteur de handicap dont elle s'est occupée en fait pour sa première année de maternelle. Elle a été sa maîtresse à mi-temps. Donc on avait partagé beaucoup de choses. Je lui faisais une grande confiance. Et c'est vrai que je déposais mes enfants le matin, vraiment toute confiance. Et en fait, du jour où j'ai pris son suicide, tout a changé. Tout mon rapport à l'école s'est modifié. De ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait plus s'investir, qu'il fallait écouter ce qu'elle avait dit. Que jusqu'à présent, je n'étais pas quelqu'un d'extrêmement engagé, je l'avoue, mais de son suicide, ça a créé une espèce de vocation chez moi. Mon petit garçon, donc je vous ai dit qu'il était porteur de handicap, il est sourd et du coup, il est à Paris, il entend. Mais je pense que quelque part, l'année dernière, il n'était pas encore à même de se rendre bien compte. Et c'est ce qu'il a un peu épargné, je pense. Parce que je sais que la première journée, on l'a mis dans une école où ils étaient tous regroupés. Et apparemment, il y a plein de gens qui n'ont pas trop tenu leur langue. C'était assez terrible, en fait. Et on a su que les enfants avaient entendu des choses affreuses. Donc nous, on sait qu'il a été protégé, c'est terrible à dire, du fait qu'il n'entendait pas, en fait. Mais d'en reparler, c'est sûr que ça ravira toujours l'émotion. Moi, j'essaye de pas être dans la tristesse et pas trop dans l'émotion. Mais je vous dis, je n'oublierai jamais parce que c'est vrai qu'elle a vraiment réussi à nous faire percuter, quoi. Enfin, il y en avait plein qui avaient déjà percuté, mais bon, il y en avait plein comme moi qui n'avaient pas percuté. À quel point l'école publique était exsangue, quoi. Et surtout dans le 93, quoi. Donc moi je la remercie pour ça, quoi, d'avoir mis vraiment d'avoir mis à jour tout ce qui n'allait pas. Mais voilà, mais c'est vrai qu'elle nous manque et puis qu'elle nous manquera toujours, quoi. Le suicide de Christine Renon a eu l'effet d'un électrochoc. Et comme si ça ne suffisait pas, est-ce que le confinement, qui a obligé les parents à s'improviser profs à la maison et à s'occuper des enfants H24, 7 jours sur 7, les a au moins rendus plus reconnaissants vis-à-vis des enseignants ? En fait, je crois que dans beaucoup d'endroits en Seine-Saint-Denis, l'école avait déjà la confiance des parents. Marie-Hélène Plard, directrice d'école et co-secrétaire du SNUI PPFSU 93, pour rappel, c'est le syndicat majoritaire dans les écoles maternelles et primaires. En Seine-Saint-Denis, pour que ça marche, on est des enseignants investis et qui rendons l'école lisible à nos parents d'élèves. C'est-à-dire qu'à un moment, on a pu aussi un peu plus rentrer dans les maisons parce que la relation de confiance, dans beaucoup d'endroits, elle existait déjà. Après, j'ose espérer, parce qu'on a aussi, comme toute région de banlieue parisienne, on a aussi des villes qui se gentrifient avec des gens qui ont beaucoup d'idées sur l'école et qui savent faire beaucoup mieux que les enseignants. J'espère que eux, voilà, et vu leur précipitation à remettre leur enfant à l'école, ils ont bien compris que oui, le métier d'enseignant n'était pas si facile que ça. Mais en tout cas, les parents des classes populaires, je pense que ça n'a fait que renforcer le lien entre l'école et ces familles-là, mais qui existaient déjà. Il y a eu des réactions hyper touchantes. Enfin, moi, je vois quand ça s'est rendu public, alors peut-être le jeudi ou le vendredi, en ouvrant mon école, j'ai vu débarquer plein de papas et de mamans d'élèves qui venaient s'enquérir, savoir si j'allais bien. Et que surtout, que si on en avait besoin... Et que si on nous embêtait, eux, ils allaient dire qu'il fallait arrêter de nous embêter. Enfin, voilà. Donc, c'était même plutôt sympa par rapport à ça. Après, d'un point de vue institutionnel, il n'y a pas eu grand-chose, pour ne pas dire rien. Pourtant, l'Inspection générale de l'éducation nationale a été missionnée suite au suicide de Christine Renon. Son rapport, publié en octobre 2019, pointe le manque de formation, notamment concernant les attouchements entre enfants. En seulement 3 semaines d'école depuis la rentrée, Christine Renon avait dû gérer 3 affaires. Et visiblement, la 3e a été celle de trop. La perspective d'appeler une famille pour leur dire que leur enfant, alors qu'on est sûr qu'il ne l'a pas fait, est soupçonné d'avoir mis le doigt dans l'anus d'un autre, ils ont 3 ans tous les deux, dans la classe, l'école ou le centre. Impossible, je ne peux pas le faire. C'est la goutte d'eau qui ce matin m'a anéantie, mais franchement, j'étais déjà très éprouvée.
il n'y a pas de formation spécifique sur cette question-là. Il y a des procédures qui existent. Marie-Hélène Plard, du SNUI PPFSU 93. Mais sur la gestion de l'alerte, voilà, de l'alerte, avec des fois des choses, si vous voulez, compliquées. Enfin, les parents sexualisent des fois certains gestes sur des enfants de 3 ou 4 ans qui ne signifient pas la même chose pour les enfants de 3 ou 4 ans. Voilà. Et ça, c'est parfois compliqué. Et c'est vrai que la gestion de ce recueil de paroles, de situations, d'écoute, d'échanges, on n'est pas du tout formé là-dessus. C'est toujours très compliqué à gérer, on marche sur des œufs, faut pas minimiser la parole tout en cherchant ce qui s'est réellement passé. Voilà, on est toujours sur des trucs un peu compliqués. Mais il y a quelques années, on pouvait en échanger avec le psychologue de l'Éducation nationale, on avait recours avec le médecin scolaire, avec l'infirmier scolaire, etc. Alors, on va vous dire, oui, mais c'est des postes qui existent toujours, ouais. Sauf qu'ils ont un nombre d'écoles à gérer de dingue. Donc, du coup, on ne se connaît pas non plus de la même façon. Ça, c'est complètement délité parce que les collègues spécialisés, ils sont éclatés sur des zones énormes. Donc, en tout cas, c'est pas le même rapport professionnel qui s'est créé. Et sur la médecine scolaire, il y a même il y a des villes où il n'y en a plus. Il n'y a personne. S'agissant des attouchements, j'en ai discuté donc avec le rectorat de de Créteil, pardon. Une charte de surveillance donc dans chaque école permet d'organiser donc les surveillances et de limiter les risques en matière d'attouchement. Ça, c'est ce qu'en dit Vincent Sautemont, le DRH de l'Éducation nationale. La mission vie scolaire de la direction académique accompagne toutes les situations qui suscitent de l'inquiétude. Et par ailleurs, donc une formation des directeurs à la protection de l'enfance au sens large a été proposée par les circonscriptions et entrera dans la formation continue des directeurs au cours de cette année scolaire. Ça existe déjà dans la maquette de formation des néo-directeurs, mais on va généraliser justement cette formation dans le cadre de la formation continue des directeurs. Voilà, donc on se préoccupe, vous voyez bien, de ces situations d'attouchement au sein de l'école. Et pour les enseignants, pas les directeurs d'école, mais pour les professeurs des écoles, tout simplement, qu'est-ce qui est prévu pour améliorer leur formation à ce sujet ? Écoutez, on y réfléchit, on sait bien, je vous dis, il y a une charte de surveillance donc, qui est mise en place dans chaque école, donc je suppose que ça permet d'en discuter aussi, de sensibiliser non seulement le directeur d'école, mais sensibiliser toute la communauté pédagogique et donc tout le collectif des professeurs des écoles. Après, effectivement, il faudra sans doute aller plus loin sur la formation initiale des professeurs. Je n'ai plus en tête exactement, on est en train de retravailler sur, vous savez, sur les maquettes des concours à l'occasion de la réforme des concours de professeurs, premier degré et second degré. Je regarde ce qui est fait, mais j'ai plus en tête. Voilà. Mais encore une fois, les chartes existent, les chartes de surveillance existent, et donc je pense que ça permet encore une fois de sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative. Alors j'ai justement demandé ce qui est fait à mon ami jeune professeur des écoles en maternelle, Thibaut, qui lui l'a encore bien en tête. Au niveau du métier, on n'est pas formé concrètement, tous les soucis qu'on peut avoir. Nous, je me rappelle justement parce qu'on avait parlé de ça quand on était en formation, où on nous expliquait que parfois les enfants à la sieste avaient tendance à toucher leur partie intime eux-mêmes. On nous a parlé de l'hypersexualisation des enfants pendant... c'était un cours de 1 heure. Et après, on nous a dit, si vous avez la moindre question, il y a un site belge qui s'appelle... Yapaka ou Yaka, je sais plus vraiment le nom. Voilà, point. Entre enfants, on n'est pas du... j'avoue que, c'est hyper stressant de savoir que si ça arrive, je saurais pas comment réagir. Je pense que j'appellerai mes collègues en espérant avoir une bonne équipe. Sur le sujet des attouchements, moi, en tant qu'homme, je sais que c'est quelque chose auquel je suis extrêmement vigilant. Et ça épuise à la longue, ces situations stressantes. Avant, quand il y avait école normale et qu'on n'était pas professeur des écoles, mais instituteur, les gens partaient à 55 ans. Line de Smet, l'amie ancienne collègue de Christine Renon, morte à 59 ans donc. Et très très souvent, cette année, depuis son suicide, je me suis dit, si ce statut-là avait été conservé, elle serait partie à la retraite depuis 3 ans. Et ça, je pense que c'est pas non plus pour rien que les enseignants pouvaient partir à la retraite à 55 ans.
C'était quelqu'un qui passait beaucoup par l'écrit, donc ça c'est un premier point. Et puis je crois que c'est une des dernières phrases de sa lettre résume assez bien sa volonté, c'est qu'elle demande à l'institution de ne pas salir son nom. Pour moi, la mort de Christine Renon, c'est un cas d'école des suicides causés par le travail. Cet épuisement professionnel, ce stress, ce sentiment de solitude face à la montagne de tâches à accomplir, puis la dénonciation en bonne et due forme de tout ce qui l'a poussé à bout dans cette lettre adressée à son employeur, et enfin le suicide sur le lieu de travail, la responsabilité de l'État est indiscutable. Christine Renon était une bonne prof. Jusqu'au bout, elle a donné une sacrée leçon à l'institution. Je remercie l'institution de ne pas salir mon nom, Christine Renon, directrice épuisée. Merci à Rosen Le Saint et à Geoffrey Puitch pour cette série. Un grand merci également à Dominique Renon, Anne Pierre, Line de Smet, Caroline Marchand, Marie-Hélène Plard et au collectif Christine Renon pour nous avoir chaleureusement ouvert leurs portes. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode. Thank you.